Salut à tous, c'est Spoutni, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Hunter x Hunter de Yoshihiro Togashi. Alors, c'est une œuvre extrêmement dense et ésotérique, donc on va commencer par un petit résumé pour qu'on soit bien au clair. Dans Hunter x Hunter, on suit l'histoire de Gon, un jeune homme de 12 ans, qui va essayer de devenir Hunter et de retrouver les traces de son père. Les Hunters sont des personnes aux compétences exceptionnelles qui accomplissent des exploits aux quatre coins du monde. Lors de l'examen Hunter, Gon fera la rencontre de Killua, le fils prodige d'une famille d'assassins, Kurapika, un jeune homme qui cherche à venger le génocide qu'a subi son peuple, et Léolio, un autre jeune homme caractériel qui lui cherche à devenir médecin. Ces quatre-là formeront le quatuor principal. Mais ici, contrairement à d'autres œuvres un peu plus lambda, Togashi a fait le choix de faire de ces personnages des personnages indépendants les uns des autres. Ils ont chacun leur philosophie de vie un peu, ils ont chacun leurs objectifs, et donc on n'aura que très rarement l'occasion de voir toute l'équipe réunie. Une fois leur examen en poche, Kurapika va chercher des informations sur ceux qui ont détruit son peuple, Léolio va essayer de passer son examen de médecine, et Gon et Killua vont aller s'entraîner dans la tour céleste de combat, là où ils vont découvrir le Nen, le système de pouvoir d'Hunter x Hunter. Le Nen, en fait, c'est être éveillé à la maîtrise de son énergie vitale, et ça nous permet de renforcer nos capacités physiques, ou bien de créer des objets ex nihilo, ou encore de manipuler l'esprit des gens. On peut faire tout un tas de trucs avec. Une fois sa licence en poche et le Nen maîtrisé, Gon se lancera donc sur les traces de son père, un Hunter réputé insaisissable. Et lors de son voyage, il va faire le tour du monde un peu, et il va rencontrer de nombreux personnages hauts en couleur, qui ont chacun leur philosophie de vie et leur psychologie. Et voilà, c'est l'histoire d'Hunter x Hunter. Je ne saurais mieux la résumer, je vous avoue. Et puis, c'est une histoire très dure à résumer. La preuve en est, c'est que le résumé Wikipédia passe plus de temps à nous expliquer ce qu'est le métier de Hunter qu'à nous donner le résumé d'une histoire. Donc peut-être que pour mieux comprendre Hunter x Hunter, on devrait déjà dans un premier temps prendre un pas de recul et essayer de mieux comprendre les shonen. Parce que c'est quoi un shonen en fait? Un shonen, c'est une œuvre destinée, c'est une histoire destinée à de jeunes adolescents de type japonais et masculin, entre 12 et 15 ans, assez spécifiquement je crois de base. Mais les auteurs japonais, en tout cas certains, sont dotés d'un certain talent narratif et artistique qui donne une notion universelle à leurs œuvres, et donc ça transgresse les frontières du genre, de la culture ou de l'ethnie. Et donc, pour dire plus simplement, en fait, les shonen, ça s'adresse aux jeunes, à la jeunesse. Ça donne naturellement un côté éducatif aux shonen, en fait. Et ça, ce côté éducatif, eh bien, il hérite d'un autre type d'histoire, et ça, ce sont les contes merveilleux. Les contes merveilleux, ce sont des histoires symboliques, courtes et impactantes, qui servent à réfléchir sur un sujet de la vie réelle. Par exemple, la figure de l'ogre, dans les contes, bah, c'est le symbole de l'anthropophage, de l'anthropophagie, le mangeur d'hommes. Et du coup, c'était un problème plus récurrent avant que dans notre société actuelle. Et donc, en fait, les contes utilisent énormément de symboles. Genre, par exemple, il y a la forêt, ça va représenter tous les dangers auxquels va devoir faire face notre héros. Mais ça va aussi représenter tous les dangers auxquels vont devoir faire face bah, les spectateurs, quoi. Parce que du coup, si vous vivez en Australie, les contes, ils vont surtout décrire une nature menaçante. Alors que si vous êtes plus dans une culture de grande ville, et donc bah, ou de village, bref, de société humaine, eh bien, les monstres seront plus les aspects psychologiques monstrueux des membres de votre société, plutôt que des araignées venimeuses, quoi. Après, il y a d'autres symboles dans les contes qui sont assez importants, genre comme par exemple le gros arbre au milieu de la forêt, le plus gros arbre de la forêt. Eh bien, il est empreint de beaucoup de valeurs. On va lui accorder beaucoup de valeurs. Eh bien, là, il faut comprendre, il faut vraiment se remettre dans le contexte de l'époque. Les mecs, bah, ils sont tout le temps à pied ou alors peut-être à cheval, mais ils sont jamais dans le ciel. Et donc, ils ont un rapport assez particulier aux arbres. Ils n'ont pas les mêmes connaissances que nous sur le globe, etc. et ce qui compose le monde. Et donc, pour eux, le ciel, déjà, c'est une source d'inconnu. Le plus gros arbre de la forêt, eh bien, sa cime, elle va tendre vers l'inconnu, et en plus, sa cime, tu ne vas pas la voir, elle-même, elle est inconnue. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les peuples et les cultures, ils vont souvent ranger dans les inconnus une certaine notion de sacré. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est sûr, à moins que vous soyez botaniste, les arbres, vous en battez les steaks, mais à l'époque, les arbres, c'est plus important pour les gens, parce que bah, ils vivent avec les arbres, quoi. Ils en ont besoin, et c'est un truc utile dans leur environnement. Et donc, l'inconnu, on va y ranger une certaine notion de sacré, de divin, ou alors d'enfer. Eux, à l'époque, ils mettaient le divin dans le ciel, sauf qu'après, on a développé l'avion, par exemple. Donc, on a enlevé, le ciel est devenu connu. Puis, on a mis les premiers pas sur la Lune, et donc là, on a une nouvelle fois de repousser les limites de l'inconnu et du connu. En fait, c'est là où on peut expliquer peut-être que le complotisme à propos de Stanley Kubrick
et de sa mise en scène des premiers pas, de l'homme sur la Lune, eh bien, c'est peut-être des gens qui n'acceptent pas de devoir ranger leur sacré dans un nouvel inconnu qu'ils devraient chercher. Dans un autre sens, il y a les tachyons qui sont, des particules théoriques dont on n'a pas encore prouvé l'existence, qui sont donc l'un des trucs les plus inconnus, de notre culture. Il y a des petits malins qui se sont amusés à y ranger certaines notions de divin complètement tordues et donc après sont nées les chambres à tachyons et toutes les arnaques de ce genre. Je vous laisse vous renseigner sur le sujet ou alors juste kiffer le truc si c'est votre délire. C'est pas mon problème si vous vous faites arnaquer. Et donc l'arbre, il va toucher il va un peu toucher le ciel et donc il va toucher le divin. Il va avoir une notion de sacré derrière ce gros arbre. Il y a d'autres symboles qui sont comme ça, genre par exemple, le mont Olympe, les dieux se trouvent en haut du mont Olympe parce que, c'est exactement le même principe que je viens de vous dire, mais transposé d'un arbre à une montagne. Et après, il y a un autre symbole qui est important, c'est la tour. La tour, c'est comme un arbre, une montagne, mais en plus tu peux la gravir avec des escaliers. Quand un personnage va monter une tour, eh bien, il va se passer ce qu'on appelle le catharsis. On va évoluer, le personnage, lui, il va évoluer. En fait, les tours, ça fait connaître au personnage un certain éveil spirituel. Ils sont un peu plus proches du divin désormais. Du coup, nous, en fait, par catharsis, on va aussi évoluer avec le personnage et obtenir quelque chose grâce à l'histoire. Donc, quand le personnage va obtenir une épée magique en haut de la tour, eh bien, nous, ce qu'on obtient en haut de la tour, c'est peut-être le courage d'affronter nos peurs ou un délire du genre. Nous, comme le personnage, quand il va gravir une tour, eh bien, on va tendre vers le divin. Qu'est-ce que ça veut dire de tendre vers le divin? Mais en fait, là, vraiment, faut comprendre que dans les histoires, notamment les contes, quand on parle de paradis et d'enfer, on ne parle pas nécessairement d'une réalité littérale où des forces supérieures vont nous soumettre à des épreuves et des jugements ou alors à un bonheur absolu. Ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait, ce sont des états d'esprit. Le paradis, c'est un état absolu qu'on n'atteindra jamais et en fait, c'est tendre vers ce bonheur personnel qui est important, en fait. C'est quand on dit le paradis, c'est on va ranger tout ce qui, selon nous, va rendre les gens heureux dans leur vie et du coup, l'enfer, ça va être l'inverse, ça va rendre les gens malheureux. Et donc, certaines cultures vont ranger l'empathie dans le paradis et d'autres vont ranger l'empathie dans l'enfer. Ça dépend des sociétés. L'héritage des shonen par rapport aux contes et l'héritage que Togashi a par rapport à l'éducation et les contes, eh bien ça, il en a bien plus conscience que moi. C'est lui qui m'a appris tout ça. On est bien d'accord. La preuve en est, la forêt dans les contes, c'est ce qui va receler tous les dangers et les épreuves que vont devoir affronter à la fois le personnage dans sa diégèse, mais nous aussi dans la vraie vie. Et l'examen Hunter, c'est ça. Chaque épreuve, c'est une réflexion sur un aspect de la vie à prendre au sérieux. Comme par exemple, quand on lui pose des questions impossibles, genre t'es dans un train, tu peux changer de la rail sur laquelle tu vas passer, et il y a une rail, c'est ton daron qui est attaché, et l'autre rail, c'est 5 enfants que tu ne connais pas. Qu'est-ce que tu choisis de faire? Du coup, ouais, dans la vie, il va falloir répondre à peut-être des questions impossibles comme ça, des trucs où on n'a pas vraiment le choix et où personne ne gagne en fait, où on ne peut pas gagner. Pareil, il y a l'épreuve dans la brume et la forêt avec les trucs manipulateurs, ça c'est vraiment parce que Togashi veut nous mettre en garde, nous faire prendre conscience que les gens dans la vie vont essayer de nous manipuler. Mais même au-delà de ça, du coup, Gon et Killua pour découvrir le Nen et donc avoir le réveil spirituel, Togashi prend vraiment la peine de aller nous foutre dans une tour, la tour céleste de combat. D'ailleurs, la tour céleste de combat, quand on a la description des derniers étages, on dirait une description du mont Olympe, avec chaque étage ayant son maître ou son dieu, et c'est des gens, ils sont au nirvana. Donc voilà, il y a vraiment cette notion de gravir la tour, ça te permet de tendre vers le divin et de connaître un éveil spirituel. Mais comme je vous le disais, quand le personnage est gravé une tour, par catharsis, nous aussi on obtient quelque chose. Et donc, pour connaître le Nen et notre éveil spirituel, Togashi il nous fout dans une tour. Et non seulement il nous fait connaître le Nen intradiégétique, mais il nous fait aussi connaître un autre Nen, le Nen de l'embrasement. Alors, déjà on parlait du Nen diégétique, du vrai Nen on va dire. C'est un objet d'étude intéressant, puisque c'est un système de pouvoir. Et en fait, les systèmes de pouvoir, moi je vois les choses comme ça. On peut toujours un peu avoir le point de vue de l'auteur sur la volonté des gens à travers le système de pouvoir. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que on peut ranger ça en deux catégories. Il y a la catégorie magie et la catégorie, on va dire, énergie vitale. C'est quoi la différence entre les deux? C'est que pour la magie, il faut avoir
un truc inné, une essence qui nous permette de maîtriser la magie et d'utiliser la magie. Et donc si on est un moldu, on est un moldu jusqu'au bout. Donc on ne pourra jamais s'éveiller spirituellement et être au contrôle de notre volonté. Parce que c'est ça l'éveil spirituel, c'est être conscient et au contrôle de sa volonté. L'énergie vitale, elle, c'est un principe qui te dit que tous les êtres vivants, dont les hommes, sont susceptibles de connaître cet éveil spirituel, de s'éveiller à la maîtrise de leur énergie vitale, et donc d'être éveillés, d'être maîtres de leur volonté, et de tendre vers le bonheur. Et ça, bah, ça rejoint le débat éternel de l'inné et de l'acquis, et votre point de vue sur l'essentialisme. Parce que du coup, ça amène à des conséquences réelles de nourrir ou pas une notion essentialiste dans la tête de notre peuple. Parce qu'après, ça peut faire un truc genre l'apartheid ou le racisme en général, bah, c'est de l'essentialisme. Donc, est-ce qu'on a un sens quand on promeut la magie? Est-ce qu'on ne promeut pas un peu cet essentialisme à la con? Quel est le point de vue de Togashi sur tout ça avec le Nen? Eh bien, c'est l'une des personnes, si ce n'est la personne au monde, la plus rigoureuse sur son message par rapport à la volonté et son système de pouvoir. Dans Hunter x Hunter, le Nen, c'est vraiment l'incarnation de la volonté de l'utilisateur. Et en fait, il y a un petit côté horoscope assez cool où on peut faire correspondre les types de pouvoirs à des types de personnalités. Et donc, quand on ne connaît pas le pouvoir de quelqu'un et qu'on voit sa personnalité, on peut essayer de deviner de quelle catégorie il fait partie. Et inversement, genre si on voit un pouvoir, on se dit ah bah ce gars-là, peut-être lui c'est un mec qui cogite beaucoup et il voit la vie comme un puzzle par exemple. Mais comme je le disais, il y a un autre naine, le naine de l'embrasement. Et c'est peut-être le plus important, comme le dit Wing à son élève Zenitsu, qui n'avait pas compris pourquoi il avait menti à Gon et Killua. En tout cas, c'est ce qu'il avait compris. Mais son maître lui dit que non, bien au contraire. Lui, il pense que le naine de l'embrasement, c'est bien la base du naine de base, en fait. Et du coup, celui qui sera maître du naine de l'embrasement deviendra maître du naine de toute façon. Et que c'est même plus important de se nourrir intérieurement que de s'entraîner à bouger son énergie vitale, littéralement, quoi. Et en fait, c'est quoi le naine de l'embrasement? C'est une méthode de méditation. Et cette méthode de méditation, elle est en 4 étapes. En gros, tu fais l'introspection de ta vie, tu refais tout le parcours de ta vie et qui t'a mené jusqu'à maintenant, jusqu'à qui tu es. Maintenant que tu sais qui tu es, que tu as une idée précise, il faut que tu définisses tes désirs, tes besoins et tes objectifs. Une fois que tout ça c'est déterminé, il faut réunir les 2 étapes, tout le chemin de pensée qu'on a fait aux 2 premières étapes, et il faut qu'on concentre ça dans une phrase simple, ce qu'on appelle un mantra. Un mantra, c'est une phrase magique en gros. Et donc, ce mantra, vous le créez, et il va instantanément vous évoquer tout ce parcours. Donc vous répétez ce mantra, ce mantra, ce mantra, et en fait, à la 4e étape, quand vous avez fini de répéter, vous arrêtez votre méditation, et à partir de ce moment-là, vous ne serez peut-être plus en un sens vous-même, mais vous serez la volonté d'accomplir vos objectifs et vos désirs. Et ça peut être quelque chose, si on se dit que c'est une méthode de méditation qui marche à 100%, ça peut être un truc à la fois excellent et terrifiant. Parce que, imaginez, vous allez faire un combat de boxe, et que le mec en face ne maîtrise pas le naine de l'embrasement, et que vous, oui. Eh bien, votre volonté sera plus affûtée que celle de votre adversaire. Vous serez plus fort. En tout cas, en partie. Au moins dans la tête, si ce n'est dans les biscottos. De même, les études de médecine. Est-ce que vous n'auriez pas aimé avoir une méthode de méditation vous permettant d'avoir une capacité d'absorption de savoir et de concentration de 150%? Vous auriez rétamé tous les autres connards du concours sans aucun souci. Et donc ça peut être génial, mais dans un sens, ça peut être terrifiant, parce que quelqu'un qui va commettre un acte terroriste et qui va attenter même à sa propre vie ce faisant, est-ce que lui, c'est pas ce qu'il fait? Est-ce qu'il ne s'est pas mantraisé? Est-ce qu'il n'a pas médité le naine de l'embrasement? Et donc, quand il arrive devant nous pour accomplir son méfait, eh bien, il n'y a plus un être humain devant nous, mais juste la volonté d'accomplir le méfait. Et c'est ça qui est dangereux avec ces gars-là. De même avec les tueurs à la Ted Bundy. Ce sont des gens, ils se sont mantraisés avec leurs fantasmes, et à un moment, ils finissent par exécuter le truc. Parce qu'ils sont tellement projetés à le faire qu'ils vont le faire et ils sont plus que cette volonté-là. Mais ça, c'est si on se dit que c'est une méthode de méditation qui marche à 100%. Sinon, on peut se dire qu'on va prendre un peu de recul, et en fait, ce que Togashi veut nous transmettre avec le naine de l'embrasement, c'est de prendre conscience que peu importe qui on est, eh bien, on se nourrit de mantras. Et donc, si nous, on ne prend pas conscience des mantras qui nous nourrissent,
et qu'on ne choisit pas les mantras qui vont diriger notre vie et nos actions, eh bien, l'univers ou d'autres gens vont le décider à notre place. Le pompier qui est habitué à gérer les situations de stress et à sauver des gens, eh bien, même en dehors de son travail, même s'il se retrouve sur une autre planète ou dans une autre dimension, eh bien, il aura toujours ce mantra de pompier en lui. Il aura passé tellement d'heures à être en mode pompier que ce sera un truc plus que naturel pour lui. Et donc, même en dehors de son travail, eh bien, quand il va y avoir une situation de stress et de danger, il va prendre les choses en main parce que c'est son mantra de pompier qui parle. De même, quelqu'un dont le métier est de littéralement juste arnaquer les gens et de les manipuler, eh bien, peu importe à quel point il va être gentil et empathique avec les gens autour de lui en dehors, il va quand même finir par les manipuler de temps en temps parce qu'il aura passé trop de temps à se nourrir de ce mantra d'arnaqueur. Et donc voilà, maintenant, vous connaissez le secret et vous êtes éveillé spirituellement. Vous serez maître de vos mantras et les choisirez et donc vous serez plus heureux parce que maître de vos actions et de votre volonté. Et ça, c'est bien la première étape, l'étape la plus importante selon Togashi et selon les contes, pour accéder au bonheur personnel. C'est il faut être maître de sa volonté. Revenons maintenant sur un aspect que j'ai abordé de l'œuvre Hunter x Hunter, dans le résumé. Et c'est le fait que le quatuor principal, eh bien, ne soit pas vraiment un quatuor, mais bien 4 personnes indépendantes. Et ça, en fait, ça fait partie de l'ADN d'Hunter x Hunter. C'est-à-dire que dans les autres histoires, les personnages naissent pour être au service d'un symbole. Luffy, il est né pour être le symbole de la liberté dans son monde. Sangoku, il est né, il a été créé pour être le symbole de la force. Mais dans Hunter x Hunter, on n'a pas du tout ça. On a vraiment cette notion que les personnages ne sont pas nés au service de la narration, mais qu'ils ont une espèce de libre arbitre. Et en fait, ils choisissent eux-mêmes de se mettre au service de quelque chose ou non. Et c'est quelque chose d'extrêmement bien fait dans Hunter x Hunter de la part de Togashi, parce qu'il arrive à nous délivrer une histoire, une narration qui a du sens, qui rend les choses palpitantes, qui nous procure de l'émotion, de la réflexion, et en même temps, il a réussi à créer une diégèse totalement réaliste. Et ça passe par le nen diégétique, le vrai nen. Naturellement, quand on a suivi le manga depuis le début et qu'on a retenu un bon nombre de règles, au moins inconsciemment, eh bien, on peut comprendre une bonne part de la nature des personnages qui sont en face de nous, comme si on avait affaire à de vrais humains. Peut-être même des fois plus réalistes que les vrais humains qui sont un peu teubés. Et alors que les personnages de manga, ils ont la classe, et pas comme nous, quoi. Et donc, il y a une énorme part de psychologie, notamment avec l'utilisation du nen chez les personnages Togashi. Mais en plus de ça, ils ont aussi leur vision de la vie, leur philosophie. Prenons un exemple concret pour mieux comprendre ce que je veux dire. Comme exemple, on va prendre Hisoka et Chrollo. On va commencer par Hisoka. Déjà, Hisoka, son pouvoir, vu qu'il le répète assez souvent, je pense que vous savez déjà, mais bon, on va quand même refaire une redite, le bungee gum. Donc, il a les propriétés, il peut donner les propriétés de l'élastique et du chewing gum à son aura. Le côté élastique de son pouvoir, en fait, ça représente son penchant menteur. On ne sait jamais sur quel pied danser avec lui. Et cette gymnastique mentale, elle se traduit en gymnastique physique lors des combats. Pareil, le côté collant de son pouvoir, en fait, c'est ce côté obsessif. Le gars est obsédé par l'idée, il est obsédé par certaines personnes. Et en fait, c'est ça le cœur d'Hisoka. Hisoka, c'est un animal sauvage déguisé en homme. C'est un peu le symbole du serial killer dans Hunter x Hunter. Et en fait, lui, son kiff dans la vie, c'est de trouver des volontés hyper puissantes. Lui, il vit un peu selon la loi du plus fort, et du coup, il va les marave pour son plaisir, parce qu'au moins, il va prouver que sa volonté est supérieure à la vôtre, et c'est là son sens de l'existence. C'est son seul but dans la vie. Il n'existe que pour mettre un terme aux volontés fortes. Bah, Hisoka, c'est quelqu'un, s'il fait partie de l'araignée, c'est bien parce que il est entouré de personnes fortes, aux volontés extrêmement fortes. C'est un terrain de chasse extrêmement fertile pour lui. Maintenant, on va s'attaquer à Chrollo et vous verrez que peut-être qu'en fait, Hisoka, malgré le fait qu'il soit complètement égocentrique, égoïste, manipulateur, menteur et dénué d'empathie, il a peut-être plus sa place au sein de l'araignée. Qu'est-ce que vous pensez? Et donc, on va passer à Chrollo. Chrollo, c'est quoi son pouvoir? Son pouvoir, c'est que s'il comprend votre philosophie de vie et les conditions d'utilisation de votre pouvoir de naine, eh bien, il peut vous subtiliser tout ça en vous frappant. Et du coup, il vous le vole, quoi. Vous n'avez plus accès à tout ça. En fait, qu'est-ce qui représente Chrollo? Eh bien,
Du coup, il faut prendre du recul et comprendre que Crollo, comme plein de gars de l'Araignée, ils viennent de l'Étoile Filante. L'Étoile Filante, c'est une ville des charges, donc elle connaît énormément de misère, de pauvreté et de violence. On peut facilement s'imaginer qu'un mec comme Crollo ou les autres membres de l'Araignée, pour en arriver à être ce qu'ils sont devenus, ils ont pas dû connaître les trucs les plus jojo de la vie, en plus dans une ville complètement déchue de base. Là où Gunn et Killua ont pu se construire un sens de la vie, un sens des choses, eh bien, ça doit être extrêmement compliqué pour quelqu'un qui grandit dans l'étoile filante et qui n'a accès qu'à l'absurde et la misère humaine. Crollo, c'est ce qui représente de l'histoire, le nihilisme. Et en fait, c'est un nihilisme pur qui est né du dégoût d'un enfant qui a grandi dans la misère et dans les affres de la vie et des sociétés. Et en fait, normalement, bah, quand tu es nihiliste à ce point-là, que tu as grandi dans une ville comme ça et que tu n'as pas de repères moraux ou quoi, pour donner un sens à ta vie, ben, normalement, tu n'es pas capable d'agir et tu finis en dépression. Mais ce n'est pas le cas de Grollo et ce n'est pas le cas des membres de l'Araignée. Ben, en fait, il faut comprendre que l'Araignée, c'est l'extension de la personnalité de Grollo. Grollo, son pouvoir, c'est donc de vous voler votre volonté, de vous voler votre philosophie, votre vision de la vie. Et en fait, ça traduit quoi? C'est que le mec est très charismatique et quand tu vas lui parler, si c'était un mec de la vraie vie, c'est juste que c'est quelqu'un, tu lui parlerais, il serait tellement charismatique et intelligent que il arriverait forcément à te convaincre. Et donc, bah, tu es sûr de toi quand tu arrives devant lui, mais après, bah, quand tu en ressors, tu ne sais plus quoi penser, et donc bah, tu deviens une figure nihiliste un peu. Et donc l'araignée, c'est l'extension de la personnalité de Crollo. Parce que c'est quoi l'araignée, quand on y pense? L'événement de Yorkshire City. On nous dit, l'araignée, ce sont des voleurs. Ok, certes, mais quand même, pour des voleurs, se faire un camp de base dans une église délabrée, c'est un peu chelou. Normalement, les voleurs, et qui vont faire des grands casses, eh ben, ils aiment l'ostentatoire, ils aiment dépenser l'argent et les objets de richesse qu'ils ont obtenus, parce que eux, ils veulent la belle vie. Mais c'est pas le cas de l'araignée. On peut pas dire que ce soit des gens qui soient intéressés par le succès social et la richesse. Bien, qu'est-ce qu'il faut en fait dans l'Ark Yorkshire City? Parce que l'araignée vole dans l'Ark Yorkshire City, c'est le sens de sécurité et la philosophie, la place qui s'était donnée dans ce monde des mafieux. Il prive les mafieux de ce sentiment de puissance bah, pour leur bon plaisir, quoi. C'est ça l'araignée. L'araignée, le but ultime, en fait, l'araignée, c'est un temple qui est dédié au nihilisme et qui veut saper tout le sens de la vie des plus puissants de ce monde. Parce que c'est bien des conséquences des actes des plus puissants que des enfants finissent par grandir dans la misère dans l'étoile filante. Et donc, c'est une sorte de vengeance ironique de la part de Crollo. Et donc, ça en fait peut-être un peu une figure terroriste, Crollo, dans sa façon de voir les choses et de vouloir priver le monde de son sens de la vie, de pouvoir priver les puissants de leur sentiment de maîtrise, quoi. Entre priver les puissants de leur volonté et mettre un terme à la volonté des puissants, donc Crollo et Hisoka, deux buts différents dans la vie, ben, est-ce que c'est pas deux trucs qui se rejoignent quand même un peu beaucoup? Et donc, est-ce que Hisoka n'a pas plus sa place qu'on ne le pense au sein de l'araignée à la base? Donc voilà, déjà, avec Hisoka et Crollo, on voit très bien jusqu'où on peut partir dans l'analyse des personnages, de leurs relations, de leur psychologie et de leur philosophie de vie. Mais, du coup, Hunter x Hunter, c'est un manga super cool. C'est un truc unique, il y a beaucoup de suspense, il y a des énigmes, il y a des combats de ouf. Franchement, il y a énormément de qualité au manga. Et en plus, il y a vraiment cette notion qui est assez rare que les personnages, ils ont leur propre libre arbitre, et ça, c'est super cool. Et donc, c'est sympa, mais est-ce que c'est pas un peu dangereux, pernicieux? Togashi, est-ce qu'il fait pas en un sens, en faisant d'Hisoka le serial killer et de Crollo le terroriste des figures emblématiques de son manga, en plus sans réel jugement de valeur sur ces personnages, est-ce que ça n'est pas faire l'apologie de trucs dont on ne devrait pas faire l'apologie auprès des jeunes? Est-ce que ça va pas à l'encontre de la fonction éducative de Hunter x Hunter? Un autre aspect qu'on n'a pas encore abordé du manga, c'est la passion de Togashi pour l'ésotérisme.
Alors l'ésotérisme, quand on parle de trucs ésotériques, ça peut désigner plein de trucs. Par exemple, un objet peut être ésotérique. C'est-à-dire que pour comprendre le sens de l'objet, il faut qu'on vous l'explique. Mais qu'on vous explique ses codes. Mais en fait, tout est un peu ésotérique en soi. Par exemple, le langage mathématique ou le langage juridique, il faut qu'on vous initie à ça. Même, un même événement, un même phénomène observé par 2 observateurs indépendants l'un de l'autre, ils auront une interprétation différente du truc et donc ils vont devoir discuter pour comprendre l'interprétation de celui en face de lui et peut-être mieux comprendre son interprétation à lui. Et donc en fait, on s'initie tous un peu mutuellement, dans la vie, en fait, parce que tout est un peu ésotérique, tout est sujet à interprétation. Mais l'ésotérisme, en fait, ça peut désigner, la tendance du culte du mensonge et du secret. Et là encore, il y a un peu de nuance. Parce que le culte du mensonge et du secret, ça peut venir d'un besoin de survie, par exemple. Si vous êtes protestant, et que la religion, orthodoxe ou non orthodoxe, je sais pas c'est quoi la diff, ils sont super virulents et ils vont vous défoncer la gueule, si vous dites trop que: «Ah bah, moi je crois plus en ce Dieu-là qu'en l'autre». Le fait de devoir communiquer en code avec, des messages codés, ça peut être nécessaire pour la survie de votre groupe. Après, ça peut juste être, en fait, le culte du secret et du mensonge, ça va après, c'est un truc qui va plonger dans les dérives sectaires. Donc en fait, les dérives sectaires, c'est un ensemble de critères qui, une fois réunis, on peut dire que le fonctionnement de ce groupe, c'est de la merde, en gros. Et donc le culte du secret et du mensonge, en fait, dans les sectes, ça va nourrir, notre besoin d'avoir raison en secret. Que les autres, ce soient des idiots qui croient quelque chose de faux et que nous, on ait raison en secret, on connaît la vérité et en fait, on est éveillé. Et en fait, là, dans les sectes, contrairement à, par exemple, à une religion, plus lambda, le mensonge et le secret va être, construit pour vous isoler. Et après, on va vous isoler socialement et cetera et afin de vous exploiter. Parce que du coup, c'est bien ça le truc, en fait, les dérives sectaires et l'ésotérisme et tout machin. Ces dérives-là, en fait, c'est des gens qui vont manipuler autrui, pour, que les personnes manipulées mettent leur volonté et leurs actions au service de l'ego, du puissant du groupe ou de la minorité puissante du groupe. Et même, Togashi va aller piocher dans beaucoup d'imaginaires, magiques, comme par exemple la radisthésie, qui permet, les trucs de sourcier avec un bout de boîte, je peux trouver de l'eau, des trucs comme ça. Et donc il y a du vaudou, il y a énormément de trucs magiques, de sorcellerie dans, Hunter x Hunter. C'est vachement mis en avant. Et donc, est-ce que tout ça jette pas un peu les enfants, les jeunes, dans les bras des sectes et ce genre de pensée? Est-ce que c'est pas un peu dangereux? Parce qu'en plus, le Japon est plus vulnérable aux dérives sectaires que d'autres pays. Et en fait, ça passe par plein de choses. C'est leur amour de la hiérarchie très prononcé, des traditions. C'est des gens qui vont pas aimer, trop remettre en question la parole d'autrui et cetera. Ils vont pas vouloir faire de vagues. Et même, après, ils ont un rapport aux religions, aux esprits, un peu plus naïf, que, les occidentaux, quoi. Et donc, Togashi, du fait qu'il soit japonais, est-ce que ça joue pas en plus sur le fait que est-ce que lui-même, il est pas dans tous ces délires-là, en fait? Est-ce que, c'est pas la porte d'entrée vers les dérives sectaires Hunter x Hunter à cause de Togashi qui lui-même est happé dans ce délire? Et même autre point qu'on n'a pas encore abordé, c'est la condition physique de Togashi. Parce qu'il faut savoir que le mec, il souffre d'une maladie chronique extrêmement douloureuse et lors d'une de ses dernières interviews, je crois en 2022, il avait dit que les 2 dernières années, il n'avait pas pu s'asseoir sur une chaise pour dessiner, il a dû s'adapter autrement. On peut, apprendre dans une vidéo de G. Milgram, je crois, que en fait les dérives sectaires et notamment les soins magiques, ça c'est d'autant plus efficace sur les gens qui souffrent de maladies chroniques et dont les symptômes vont, varier au cours du temps, en intensité. Et donc, si tu essayes une méthode magique au même moment où tes symptômes vont, eux, diminuer, mais parce que le truc allait diminuer de toute façon, eh bien toi, tu peux faire le lien dans ta tête et te dire: «Ah putain, ça marche». Et ça, c'est un truc, même la personne la plus bornée, la plus butée et la douée de la plus grande volonté, avec une maladie chronique douloureuse, votre esprit va forcément être fatigué et le besoin, d'avoir une solution miracle, va petit à petit, s'inscrire, dans votre façon de penser
et tout le monde est susceptible de tomber là-dedans. Donc Togashi, il promeut le mensonge et le secret, même son univers est assez pessimiste parce que d'habitude, les shonen, c'est quand même assez naïf et ils sont quand même assez honnêtes. Ce qui fait que ça se traduit par le fait que les personnages qui font des actions honnêtes, ils sont récompensés, et ceux qui font des actions malhonnêtes, ils sont punis. Alors que là, c'est presque quasiment l'inverse. C'est les mecs les plus connards du monde, ceux que tu détesterais croiser dans la vraie vie, eh ben, ça va, tranquille. Genre, par exemple, Bizef, le gars organisait un régime dictatorial et il a versé dans le trafic d'êtres humains pour satisfaire ses pulsions perverses. Et le gars s'en va boire des cocktails à la plage à la fin de l'arc des fourmis chimères. Alors que le mec au chien, dans l'arc avec Kurapika, quand il est avec les mafieux là, le mec c'est un mec adorable, le seul truc qu'il veut dans la vie c'est nourrir ses chiens qu'il aime profondément et rendre heureuse sa copine, et le gars se fait buter comme un chien. C'est génial comme univers pour les enfants, hein. C'est pas un peu trop pessimiste, un peu trop cynique? Togashi, il fait un peu la promotion du mensonge et du secret. En plus, il va piocher dans des croyances magiques, comme la radiesthésie, des affaires comme ça. En plus, les Japonais et les gens qui souffrent de maladies chroniques sont plus susceptibles de tomber dans ce genre de malversation. Et du coup, est-ce que ça n'est pas un cocktail explosif? Bien, je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Non, Togashi, bien au contraire, s'il y a bien une personne au monde qui est consciente de tout ça, c'est lui. Et pour ce faire, j'aimerais évoquer 2 points. Premier point, il n'y a pas de magie dans Hunter x Hunter. Quand il y a un truc inexplicable qui se passe, c'est que quelqu'un a utilisé un naine et que tu connais pas les règles de ce naine-là. Et donc il faut que tu les trouves. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Que ça traduit? C'est que dans le monde de Togashi, ce qui fait le... Non, pour Togashi, dans le monde, la magie, dans notre monde à nous, la magie, c'est la volonté des hommes. C'est bien parce qu'on est capable de transformer notre volonté en action précise, avec une vision en tête, qu'on est capable de sortir des sentiers battus et de faire des choses grandioses, nous les humains. Et en fait, il n'y a pas de truc sacré. Par exemple, Meruem, ok, il y a un délire un peu christique, c'est un espèce de Bouddha illuminé, un espèce de Jésus fourmi chimère. Mais en soi, sa nature divine, elle vient du fait qu'il maîtrise le naine, et qui est du coup, il a une volonté d'homme. Et c'est bien là, la magie ultime d'Hunter x Hunter. Les dieux sur Terre, dans Hunter x Hunter, ce sont des hommes. Il n'y a pas de dragon doté d'une essence supérieure à celle des humains, ou un délire du genre, il n'y a pas de dieu et tout, quoi. En tout cas, pour l'instant. Et autre point, c'est quand Gon il pète son câble dans l'arc des fourmis chimères. Parce qu'en fait, comment Gon il en arrive à l'arc des fourmis chimères? C'est parce qu'il arrive sur Kaito croyant arriver sur son père. Et en fait, Kaito, à ce moment-là, il devient le nouveau symbole de l'objectif de Gon de retrouver son père. Gon il a rangé son rêve en la personne de Kaito. Et donc quand Kaito il se fait attaquer par Pito et que du coup les deux autres ils doivent s'enfuir, eh bien, en fait, nous, on voit la tête de Kaito dans les mains de Pito, et donc on sait que le rêve de Gon, il est un peu mort à ce moment-là. Mais Gon, il est dans le déni. Il va nier ça, encore plus fort quand il va trouver la marionnette du cadavre de Kaito, ce qui est super glauque en passant. Il va finir par péter un câble face à Pito. Il passe un serment pour développer tout son potentiel d'un coup et perdre tout son haine après. Et donc, en fait, il risque la mort, et le seul truc qui le sauve, c'est Haruka. Et Haruka, elle vient remettre en question tout ce que je viens de dire avant. Parce que Haruka, elle est naturellement dotée d'une aile, de façon innée, et il y a une espèce d'entité magique qui, a priori, répondrait à des règles de quelque part qui nous dépassent, peut-être d'une autre dimension, et c'est peut-être le personnage, l'événement, qui nous fait mettre de la magie dans le monde d'Hunter x Hunter. Mais du coup, pourquoi elle est là, Haruka? En fait, elle est là pour soigner Gon. Est-ce que Gon, qui voit son rêve mourir avec Kaito et qui refuse de l'admettre, est-ce que c'est pas Togashi qui a, avec son rêve de dessinateur, qui voit son rêve tomber, son rêve mourir lorsqu'il apprend que il a sa maladie? Après, j'invente peut-être, hein, j'ai pas suivi la vie du gars, moi, c'est juste un petit truc que je lance comme ça. Nanika et Haruka, ça peut symboliser plusieurs trucs qui ne sont pas nécessairement excluants mutuellement, quoi. Nanika, ça peut être à la fois une prière de la part de Togashi, mais c'est peut-être aussi le symbole que c'est l'acceptation de Togashi que les miracles ne seront possibles que dans son œuvre. Ou alors, une autre interprétation encore peut être que
que Nanika est simplement le symbole du miracle qui a permis à Togashi de garder sa volonté et de s'adapter à sa situation, à ses conditions pour continuer à nous délivrer son œuvre. Et donc, Togashi, en plus d'essayer de nous aider à atteindre le bonheur, il nous délivre, il fait aussi preuve d'une volonté incroyable, d'une détermination sans bornes, à poursuivre son propre bonheur à lui et à poursuivre son rêve. Voilà pourquoi il faut prendre au sérieux ce que Togashi nous dit, je pense. C'est vraiment quelqu'un qui force le respect. En tout cas, de ce que j'en perçois. Mais, et là vous allez dire, mais c'est pas possible, le mec il fait que parler, c'est incroyable. Il parle de trop de trucs, ça va dans tous les sens. Oui, désolé, je suis un peu confus, mais j'avais la flemme d'écrire une thèse sur Hunter x Hunter, donc je dis ce qui me passe un peu par la tête avec une petite ligne éditoriale vite fait, quoi. Donc on va continuer, parce que je ne vous ai pas encore délivré tous les secrets de Togashi, d'Hunter x Hunter et du bonheur. Pour atteindre le bonheur, comme on l'a dit précédemment, il faut déjà être maître de sa volonté, de ses actions. En fait, il faut agir selon son libre arbitre. Ce n'est qu'une seule pièce nécessaire à notre bonheur. Il nous faut aussi autre chose. Parce que c'est bien de pouvoir agir et de pouvoir décider de nos actions, mais on va agir dans quel sens? On va faire quoi? Pourquoi faire? Voilà. Là, on va s'intéresser du coup aux groupes les plus puissants du monde d'Hunter x Hunter. C'est-à-dire l'association Hunter, la famille Zoldyck, l'araignée ou la brigade fantôme, et enfin les fourmis chimères. Et ce qu'on peut remarquer de points communs avec tous ces personnages et tous ces groupes, c'est qu'ils sont déterminés et surtout, ils ont des valeurs fortes. C'est vraiment ils ont les valeurs et les volontés les plus fortes de cet univers. Et en fait, qu'est-ce qui fait la différence entre eux et un notre mec lambda qui maîtrise le net? Bien, ce n'est pas nécessairement que, par exemple, on va prendre Netero parce que c'est avec lui qu'on comprend ça. C'est pas nécessairement que si Netero devient aussi fort, ce n'est pas nécessairement parce qu'il donne 10 000 coups de poing par jour. Mais c'est bien parce qu'il fait des prières, des prières sincères, afin de se dévouer, de montrer sa gratitude envers la déesse Canon. Et en fait, la déesse Canon, c'est quoi? La déesse Canon est elle-même une philosophie, un ensemble de codes et de valeurs selon lesquels, un principe de vie, une philosophie selon lesquels Netero, il devrait agir. Mais du coup, on peut apprendre l'art martial, à donner des coups de poing, des coups de pied stylés et tout. On peut apprendre à maîtriser son haine et agir selon sa volonté, son ego. On n'est pas nécessairement obligé d'agir selon la volonté et les valeurs de la déesse Canon, en fait. Lui, il réussit à transcender ça, parce qu'en fait, il finit par mettre son ego de côté pour être au service de la philosophie et de la valeur, des valeurs de Canon. Mais aussi, il est hunter. Et du coup, tous les hunters ne sont pas des serviteurs de la déesse Canon. Et donc après, il met aussi son ego au service de l'association Hunter. Et en fait, l'association Hunter, c'est quoi? L'association Hunter, c'est comme l'araignée, mais en inversé. L'araignée, ils veulent voler la philosophie et le bonheur du monde entier. Alors que Hunter x Hunter, eux, c'est les gentils. Enfin, l'association Hunter, eux, c'est les gentils. Et donc, eux, ils cherchent à donner accès au bonheur à un maximum de l'ensemble de la population avec, les moyens possibles, quoi, parce que la vie, c'est compliqué quand même, surtout la vie dans Hunter x Hunter. Les Hunters, qui travaillent pour l'association Hunter, ils ne servent peut-être pas la DS Canon, mais ils servent l'association Hunter. En fait, les Hunters, c'est des gens à qui on va donner, c'est un ensemble de personnes à qui on va donner les moyens de pouvoir faire le bien dans le monde un peu, apporter ce bonheur-là. Ou alors, peut-être juste dans une certaine mesure, obtenir leur propre bonheur plus facilement sur être vraiment cynique. Mais je pense que par exemple, vous allez me dire, Hisoka, il va pas œuvrer pour le bonheur du monde. Si œuvrer pour le bonheur du monde, ça veut dire tuer la volonté suprême, déjà, Hisoka, il pourrait servir le bonheur du monde. Et c'est là qu'il pourrait peut-être être utile au continent noir, avec le méchant ultime. Il y a des théories avec que Jairo, ce serait le méchant ultime d'Hunter x Hunter. Peut-être que Jairo sera incarné en fourmi chimère, qui va rejoindre le continent noir, qui va continuer à absorber des trucs de plus en plus forts, qui va être le méchant ultime. Qui sait? Mais même après, d'un point de vue cynique et réaliste, donner les moyens, la licence Hunter à quelqu'un comme Hisoka, c'est peut-être un mal pour un plus grand bien. Parce que si tu lui donnes accès aux ressources du monde des Hunters,
de l'association Hunter, le mec au moins, il va tuer moins de monde peut-être. Parce que pour obtenir certaines informations ou avoir accès à des lieux ou être tranquille ou se faire discret, bah, Hisoka il va pas hésiter à tout massacrer sur son passage. Donc peut-être que de toute façon ces gens-là, peut-être que leur donner des moyens, de faire, leur donner certains privilèges, ça permet d'éviter, qu'ils détruisent la gueule de trop de gens. Et donc, c'est quoi être fort dans Hunter x Hunter? C'est, effacer son ego, s'oublier en tant qu'individu pour s'inscrire dans un groupe et un ensemble de codes et de valeurs communs. Donc les Hunters, au-delà de Netero et de la déesse Canon, c'est une espèce de démocratie qui va essayer d'apporter un maximum de bonheur dans le monde. C'est ça leur but. L'araignée et Crollo, du coup, c'est le nihilisme et eux, ils veulent priver le monde de son sens de bonheur. Parce que eux, ils n'en ont pas. Ou alors, ils cherchent leur propre bonheur. Et ce faisant, ils détruisent tout sur leur passage. Les Zoldyck, c'est une famille qui ont oublié leur état d'individu. Le père de la famille Zoldyck, il est le père de la famille Zoldyck. Il n'est pas l'individu derrière. Et c'est pour ça qu'ils sont si forts. C'est pour ça que leur famille est si puissante, au-delà du fait qu'ils soient sinistres et que ce soit des assassins compétents. C'est surtout qu'ils ont un code familial extrêmement strict et qu'ils sont tous dévoués à leur famille en oubliant leur ego d'individu. Et pareil, les fourmis chimères, c'est pour ça que c'est des espèces que Meruem, c'est une espèce de dieu sur Terre, c'est une espèce de Jésus bis monstrueux. C'est l'incarnation ultime d'une volonté absurde, d'un ego surdimensionné de sa part humaine. En fait, tout ça est inscrit dans son ADN, et de même, son ego s'éteint très rapidement après sa naissance pour se mettre au service de sa destinée génétique. Et donc, c'est une autre incarnation de ce principe-là. Et donc, voilà, les deux éléments principaux nécessaires à l'atteinte du bonheur, du nirvana personnel, toucher le paradis, l'effleurer du bout du doigt, eh bien, c'est de déjà développer sa volonté, ses mantras et agir selon son propre libre arbitre. Mais après, c'est aussi savoir s'oublier et se mettre au service de quelque chose de commun et de plus grand que nous. Et c'est peut-être là que s'exprime le côté japonais de Togashi et de sa culture, et c'est peut-être là que les Japonais sont plus susceptibles de tomber dans les dérives sectaires, parce que les dérives sectaires, ce sont des groupes qui vont justement nourrir ce besoin chez les Japonais, qui est plus fort que dans d'autres nations, dans d'autres sociétés, de se mettre au service d'un intérêt commun. Eux, ils ont vraiment un fort sens de la communauté. C'est pour ça qu'ils vont nettoyer les stades de foot, etc., quand le match il est fini. Alors que nous, on va nourrir plus l'ego et l'individu, et du coup, du point de vue des Japonais, on est un peu tous des petits cons de racailles, quoi. Pour finir, on va s'intéresser à un aspect que j'ai un peu mis de côté d'Hunter x Hunter. C'est que Hunter x Hunter, déjà, ça démarre un peu comme tous les shonen. On est sur l'île de la banane, c'est un petit village tranquille, c'est un peu comme le village de Fuchsia dans One Piece. Ou alors le village de Konoha, il est assez paisible aussi, même si il y a la guerre ninja dans Naruto à la base, mais le village il est paisible lui au début. Mais très rapidement, en fait, à partir du moment où Gon il va se lancer dans sa quête de devenir Hunter, et donc il va arriver sur le bateau, il va rencontrer Kurapika, Léolio, il y a le marin qui va leur dire oui, en fait, je suis un examinateur parce que l'association, elle fonctionne comme ci, comme ça. Et à chaque étape, chaque pas que font les personnages, on a de nouvelles règles, de nouvelles explications. Et du coup, on est à la fois face à un manuel de Donjons et Dragons et face à la page wiki fandom du lore d'Hunter x Hunter, mais tout intégré dans l'histoire. Parfois, ça peut être franchement honnêtement un peu lourd, parce que si en plus vous binge-watchez, ça vous fait énormément d'infos, surtout la première fois que vous regardez l'œuvre, quoi. Et donc, pour comprendre l'intérêt de ce nombre astronomique et complètement hallucinant et obsessionnel de règles, on va se diriger vers un arc particulier, c'est l'arc de Grid Island. Donc Grid Island, c'est quoi? En fait, Grid Island, c'est Gon qui a hérité de la part de son père d'une boîte. Et donc, il peut ouvrir la boîte qu'à partir du moment où il maîtrise le naine et qu'il a prouvé qu'il était un hunter, un truc comme ça. En fait, il y a une carte mémoire d'un jeu vidéo qui, en fait, le jeu vidéo, c'est un jeu vidéo fait de naine, enfin fait avec du naine. Et du coup, tu es transporté dans le jeu.
Et en fait, le jeu, c'est une espèce de simulation déguisée en monde RPG jeu de cartes. En fait, il y a plein de jeux auxquels tu dois participer pour collectionner des cartes. Et en fait, subtilement, tout ça serait tout un projet complètement rocambolesque et mégalomaniaque de la part de Ginfrix pour son fils Gon afin de l'entraîner dans son utilisation du naine et de sa future vie de hunter dans le cas où Gon déciderait de suivre cette voie. Je pense que le fait que Grid Island soit cette programmation, ce programme informatique servant de simulation à la vie de Hunter pour Gon, est-ce que dans ce cas-là, ça c'est pas l'image de Gin, c'est Togashi, Gon, c'est nous, ou enfin la jeunesse. En fait, Hunter x Hunter, c'est Grid Island. C'est une simulation de la quête du bonheur. Et c'est pour ça que Togashi il s'est vertué, je pense, à créer des personnages d'un libre arbitre le plus absolu possible, au même titre que le nôtre dans la vie réelle. À la différence près que eux, ils peuvent magiquement manifester des trucs avec leur volonté. Mais bah, il faut bien réaliser le rêve. Et c'est à travers ça aussi que l'œuvre devient palpitante, intéressante, divertissante. Est-ce que c'est pas là le but de Togashi, le rêve de Togashi? Il a décidé, il a développé une volonté ultime de dessiner et de délivrer son œuvre, mais c'est aussi pour lui une façon de programmer une simulation de la vie réelle, de la quête du bonheur. Et même au-delà de ça, avec toutes les histoires que j'ai pu dire sur sa condition personnelle et du coup toute son exploration de la vie humaine, est-ce que c'est pas aussi à la fois une pure œuvre de philosophie, un pur exercice philosophique, mais aussi, au même titre qu'un Nietzsche ou qu'un Sartre, je sais pas, mais c'est aussi du coup une sorte de journal intime pour lui, parce qu'il parle de trucs extrêmement personnels, il met énormément de sa personne, de ses épreuves, de ses angoisses dans son œuvre, en tout cas de ce que j'en interprète. Mais il ne faut pas oublier non plus que Gin, il laisse un message à Gon, et donc Togashi nous laisse un message. Et ce message, quel est-il? Oui, il a créé ça dans le cas où Gon deviendrait un hunter et qu'il voudrait le retrouver, etc. Oui, il devrait prendre au sérieux un peu tout ça, la vie du hunter, de se perfectionner, etc. Mais tout comme il le dit à la meuf, le zodiaque du chien, là, il lui dit, l'important, c'est la chasse. L'important, c'est pas de trouver le bonheur absolu, mais c'est bien le parcours, c'est le chemin et non la destination. Et donc, qu'est-ce que Gin dit à Gon par rapport à Grid Island, c'est que te prends pas trop la tête, prends pas ça trop au sérieux, c'est surtout pour s'amuser. Et donc, qu'est-ce que Togashi nous dit? Oui, il a beaucoup dédié de sa personne dans Hunter x Hunter, oui, il est allé dans beaucoup de détails, oui, c'est son rêve qui se réalise, oui, c'est un objet d'étude sérieux et intéressant. Mais c'est aussi et surtout, et c'est ça qui fait la beauté d'Hunter x Hunter et la force d'Hunter x Hunter, c'est que c'est surtout du divertissement, un objet de divertissement, un shonen pour les enfants, pour qu'ils échappent un peu aussi à la vie et non pas qu'ils badent non plus sur tout ce qui peut leur arriver. Et donc voilà tout ce que j'avais à dire sur Hunter x Hunter. Hunter x Hunter, c'est du super divertissement, une super série, un super manga, très sérieux, qui ne prend pas les enfants pour des cons, mais qui prend son rôle éducatif plus au sérieux que tout ce que j'ai pu constater dans ma vie, j'ai l'impression, en tout cas au moment où je fais cette vidéo. Togashi, avec Hunter x Hunter, non seulement il nous divertit, il nous fait plaisir, il nous fait échapper à la réalité, mais il nous fait en ressortir plus fort. Il nous fait prendre conscience que notre volonté, c'est une arme, un sabre, qu'il faut affûter, maîtriser, et que, une fois qu'on a fait cela, il faut le mettre au service de quelque chose qui nous dépasse pour le commun et pour la quête de notre bonheur personnel et celui des autres. Donc voilà, j'espère que c'était quand même divertissant, pas trop chiant, intéressant et que
vous allez vous plaire encore plus grâce à moi et Togashi dans votre vie et votre quête du bonheur, maintenant que vous en avez pleinement conscience, comme disent les gens éveillés de dérives ésotériques. Sur ce, c'était Spoutni pour vous servir. Ce fut un plaisir de muser la gorge et le cerveau à vous parler aujourd'hui. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye.